Alors, M. Baladou, directeur de l'Office de protection et de promotion de la Banque Gardaya, accompagné par le directeur du boulevard Gardaya. Nous allons essayer dans cette présentation de vous présenter une expérience de 25 ans de protection, de sauvegarde, de promotion d'un site du patrimoine mondial. Un travail de terrain dont on a essayé de tirer des enseignements, de transmettre les points forts de cette activité et d'échanger des expériences avec les villes présentes ici. Au mois de décembre, nous avons fêté le 25e anniversaire du placement de la vallée sur l'année du patrimoine mondial et c'était une rétrospective sur ce qui a été fait et un diagnostic de l'état de conservation du territoire de la vallée. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Mouzab, pas la situation du Mouzab, Gardaya se trouve au port du Isère, à 600 km au sud d'Alger. C'est un territoire très riche par ses ressources culturelles et territoriales. C'est une région qui est entourée sur un rayon de 200 km au minimum d'un ensemble de centres historiques très importants. C'est-à-dire, quand on aborde la sauvegarde de la vallée du Mouzab, on est obligé aussi d'avoir un regard sur l'aspect régional, c'est-à-dire les centres historiques qui ont une relation très importante historiquement avec la vallée du Mouzab. Au niveau de la wilaya de Gardaya, la vallée du Mouzab se trouve au nord de la wilaya, où il y a une concentration de ces centres historiques. Là, elle est découpée en 4 communes. Chaque commune dispose d'un monument historique, d'un centre historique et a le site du patrimoine mondial. En dehors de la vallée du Mouzab, nous avons aussi des centres historiques, des villes millénaires qui sont encore vivantes, dynamiques, qui sont fortement liées à cette entité historique territoriale. Alors, le paysage du Mouzab. Gardaya, appelé communément la Chebka du Mouzab. Chebka, c'est le filet. Limité au nord par l'Ahmada, une zone rocheuse, aride, et le sud des dunes de sable du désert algérien. Entre les deux, il y a la plantation de la vallée du Mouzab. On voit ici le bout de la vague de la vallée du Mouzab. Alors, comme je disais, le Mouzab, c'est un écosystème un peu complexe, très chargé de valeurs historiques. En plus des centres historiques qu'on va voir après, il y a un gisement important de gravures rupestres. Ces gravures rupestres sont partie intégrante du potentiel historique de la vallée du Mouzab qui a fait une plus-value à cette vallée. Certaines gravures rupestres viennent d'être découvertes il y a à peine une dizaine d'années, qui sont actuellement en cours d'étude pour les intégrer dans les plans de développement de cette région pour en faire un pôle aussi qui donne la valeur à donc ces gravures rupestres qui datent depuis 5000 ans avant Jésus-Christ, qui représentent des schémas d'animaux, d'êtres humains et Alors, avec ces gravures rupestres, il y a au moins 25 sites historiques qui datent avant le 9e siècle. C'est-à-dire que ce sont les établissements humains plus ou moins ruraux qui ont précédé la création des sourds de la vallée du Mouzab. Alors, le Mouzab, comment il s'est présenté dans son territoire lors de son classement? Nous avons là les sourds, donc l'Ataf, Ounura, Daïra, Tunisienne et Médika, qui constituent des villes millénaires, sont liés avec leur panorée pour faire un écosystème. Et puis il y a le Wadi Mouzab qui structure cette vallée du Mouzab. En plus du Wadi Mouzab, il y a tout un ensemble de systèmes de monuments et d'ouvrages hydrauliques, d'ouvrages défensifs, de sites funéraires qui sont un peu dispersés dans ce territoire. La vallée regroupe actuellement plus de 150 000 habitants, confrontés à un problème de conservation et de développement et de modernisation. Alors, le Wadi Mouzab, bien sûr, c'est la colonne vertébrale,
puis il y a les affluents qui déversent sur Souadouza. Une vue générale de la pétapole, là nous avons les 5 sourds, centre de Bilizgan, Rabdaya et Milika. On voit bien ici notre centre de Rabdaya avec sa palmeraie en amont, Milika avec le reste, une palmeraie de ce côté-là, et Bilizgan avec une palmeraie derrière. Donc c'est deux unités très importantes, indissociables. Sans oublier bien sûr le paysage naturel qui entoure la vallée, qui constitue aussi une donnée très importante dans la prise en charge du patrimoine de cette région. Alors, une vue aérienne du bassin de Rabdaya, les ressources territoriales du Mzab, bien sûr, d'abord le patrimoine architectural qui est constitué par les ressources, les monuments portuaires, un paysage naturel comme on l'a vu, un patrimoine immatériel très riche et aussi existant, et économie locale, parce que Rabdaya était une étape caravanière très importante pendant les périodes d'échanges commerciaux entre le nord et le sud, la région du sud. En matière d'écosystème, voilà, il y a des palmeraies qu'il faudrait sauvegarder, qui devraient jouer leur rôle social et économique. Ils sont confrontés actuellement aux problèmes de conservation et tout un système hydraulique pour mettre en valeur des ressources hydriques superficielles qui ont plutôt donné naissance à cette région. Cette région aride, tous ces composants ont été montés de pièces entièrement depuis le Xe siècle. Alors, le patrimoine immatériel de la vallée qu'il faudrait aussi prendre en charge en tant que politique de sauvegarde du patrimoine, les véhiculaires, la gastronomie, l'artisanat, qui constituent aussi des éléments très importants. On passe très rapidement à l'état actuel de la vallée du Mzab. Si vous voyez ici l'Axo, le problème qui se pose actuellement, c'est la conurbation, bien sûr, entre les différents ça de Rabdaya, Milika, Bilizgan et Milika, les Gondora plutôt, et l'envahissement du béton par rapport à tout l'espace vert qui entourait ces entités urbaines, qui risque de créer un déséquilibre très important de l'écosystème, du fonctionnement de cette vallée comme ça. Alors, donc ici on regarde très clairement la présence du centre historique et l'envahissement du bâti autour d'Etsour. Et le peu de la verdure qui reste ici devrait être mis actuellement en évidence et sauvegardé. On va en parler tout à l'heure comment on a mis la dynamique pour sauvegarder ces espaces verts. Tant mieux, les cimetières qui existaient depuis très longtemps, qui constituent actuellement des champs de visibilité d'Etsour et le paysage naturel qui entoure la vallée, encore plus ou moins sauvegardé, altéré plus ou moins par les installations techniques. Et aujourd'hui, sont en train de limiter les dégâts, surtout avec les compagnies téléphoniques mobiles qui s'implantent un peu partout, avec aussi les réservoirs qui constituent une nécessité pour l'alimentation de la ville pour l'eau. Là, il y a un travail dans ce sens pour avoir la netteté de ce paysage et de l'aspect de skyline. Alors, depuis déjà une quinzaine d'années, on s'est intéressé en saut, uniquement au centre historique. Il y a eu l'élaboration de 5 plans de sauvegarde, celui de la Teuf, de Bonora, de Bilizgan, de Rabdaya, de Milika, un diagnostic a été fait, une radiographie de ces centres historiques, de l'état de conservation et toutes les actions qu'on devrait mener pour susciter la fierté d'abord des habitants de vivre dans un centre historique et aussi encourager les gens et les habitants de rester dans ces centres historiques très dynamiques et vivants. Si on se met dans le contexte juridique et institutionnel localement au niveau de Rabdaya, il y a la présence de l'Office de protection de la vallée du Mzab qui joue un rôle de regrouper les différents intervenants publics au niveau de la vallée. Et aujourd'hui, avec la disponibilité financière,
Il y a le ministère de la Culture qui finance les projets de restauration, le ministère de l'Habitat, le ministère du Tourisme et aussi les collectivités locales. Avant d'aborder le sujet des habitants, il fallait d'abord regrouper et créer une synergie entre ces différents opérateurs. Dans ce sens, notre organisme joue un rôle de regrouper et de créer la synergie entre les différents opérateurs pour mener des actions de restauration complémentaires dans une vision globale, une vision intégrée, parce que là, pendant les début des années 80, chaque département ministériel intervient tout seul en liant les autres départements ministériels. Aussi les APC s'occuper des problèmes de gestion quotidienne de la vie en méconnaissant les programmes centraux et les programmes initiés par les directions. Là, il fallait quelqu'un qui regroupe ces acteurs autour d'une problématique de développement local basée bien sûr sur le secteur du patrimoine. Donc, tant mieux, il y a cette entente actuellement entre les différents secteurs, parce que là, l'Office est présent dans toutes les actions d'urbanisme et menées par ces différents acteurs pour garder cette synergie. Donc, rapidement, quelques pathologies ou dégâts. Vous connaissez donc les berceaux, bien sûr, il y a des maisons effondrées, il y a des dégâts au niveau des Carpathie. Alors, très rapidement, le cadre bâti au niveau des berceaux de la vallée souffre de dégradation. Il y a quand même au moins 60% du tissu urbain dans les berceaux et en mauvais état, qu'il fallait restaurer et sauvegarder. Un programme de prise en charge de ces logements a été entamé depuis 1998. En impliquant les habitants des Sauts. Pendant le débat, on va expliquer comment on a impliqué les habitants dans la prise en charge de leur propre habitation. Donc certaines maisons dégradées, vous voyez ici, avant et après la restauration, des maisons vraiment effondrées. Là, une maison de l'Orsal totalement effondrée a été restaurée et reprise avec l'implication des acteurs locaux. Cette habitation, ceci est une maison de Palmeraie qui a été réhabilitée depuis le millénaire, qui sert actuellement de gîte touristique et de logement pour le passage d'étudiants, chercheurs qui viennent à la plaine. Alors, jusqu'aujourd'hui, on avait quand même intervenu sur 2666 habitations, avec un montage financier particulier, l'apport de l'État, l'apport de la société civile et l'apport des collectivités locales. Quand on a commencé à toucher le patrimoine bâti d'Axo, on s'est attaqué aussi au monument de la vallée. Un nombre très important d'actions a été entamé, la restauration de ce monument qui était sous les décombres, qui a été mis en place, la restauration des mosquées, la reprise des ruelles, des passages couverts, et la reprise de la place du marché qui était un des chantiers les plus difficiles, les plus longs dans la vallée du Zab, ceci après sa restauration. Les orages connectés aussi dans l'Axo, les sites aussi pris en charge, c'est les puits. Il y a quand même dans la salle de Robert une quarantaine de puits historiques abandonnés. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de puits en Europe. Le système de relais ici a subi des travaux de restauration dans le cadre de projets de coopération avec l'UNESCO. Une des opérations pilotes, je donne la parole à M. Possible de la présenter, c'est la restauration du front de Bondora, un ensemble de maisons perchées sur le rocher de Bondora. Donc, ça, c'est une opération pilote très importante et très significative pour la vallée du Zab. Et c'est une opération qui est disons, très symbolique par rapport à toutes les activités qui ont été faites depuis les initiatives de l'OPVR sur place, donc où il y avait l'implication de l'administration à travers l'inscription de l'opération par la direction de la culture, la commune de Bondora, le bureau d'État et bien sûr les services techniques de l'OPVR, où il y avait une très forte concertation pour la mise en œuvre de cette opération. Donc comme vous voyez, il y a le passage de Bondora, son deuxième passage fondé après la 9, et il se caractérise par ces maisons montants perchées sur un relief rocheux. Donc, ceci a été fait dans le cadre de la loi 104 qu'on a initié, enfin qu'on a établi, et une des recommandations était donc la restauration de ce front-là qui a
par la commune. Et là, justement, l'intersectorialité dont a parlé M. Balanou, elle a été mise en œuvre. Donc l'étude a été financée par la commune de Bonora et le financement de restauration a été pris en charge par la direction de la culture. Donc ici, dans le plan précédent, il y avait tout un ensemble d'opérations à entreprendre au niveau des différents monuments. Et donc le franc était l'une des actions importantes de cette opération. Ici, on a donc le relevé des maisons rentables se situant sur le franc et le périmètre d'intervention. Ça, c'est l'état existant avant l'intervention. Il y avait des maisons qui étaient en ruine, des modifications qui ont été faites sur la volumétrie de construction par des extensions, par des modifications, l'ouverture des fenêtres sans intégration en site, etc. Et aussi, il y avait une consommation du relief avec des extensions qui se sont faites en façade. Donc il fallait redonner comme ça son identité principale, celle d'un centre défensif sur un relief rocheux qui portait le ça. Et là, on voit un peu le résultat d'une opération, enfin un exemple d'une maison, la phase avant, durant et après l'intervention. Là aussi, c'est très significatif, où on avait même le rejet des eaux usées domestiques qui étaient apparents en façade, donc on les a encastrés avec imitation de la roche pour s'intégrer à l'environnement. Et le résultat de la texture extérieure des ouvertures et la volumétrie tant bien que mal en rapport avec l'état original. Et là, on a une vue d'ensemble sur l'ensemble du front après l'intervention. Excusez-moi, je fais rapidement parce qu'il nous reste encore des choses à transmettre et on essaie d'aller vite pour donner le maximum. Voilà. Alors là, M. Fossi nous a montré une des opérations d'intervention sur le tissu urbain bâti. On a passé depuis déjà quelques années, depuis 2005, à la phase de classement de la vallée en tant que secteur sauvegardé. Donc il était évident qu'on ne peut pas s'occuper que des centres historiques et des monuments. Il fallait élargir le champ et le périmètre de classement. C'était un travail de longue haleine avec les experts de l'UNESCO, avec les autorités locales, d'élargir ce périmètre qui était limité par rapport aux abords du Ouadita à un périmètre plus large qui déborde sur les flancs de la vallée qui était confronté par des projets d'investissement, des projets de construction. Aujourd'hui, on couvre 60 km du périmètre du secteur sauvegardé, de la vallée du Moussa. La problématique reste posée. Est-ce que le secteur sauvegardé ou un parc culturel, l'urgence faudrait classer nos abords secteur sauvegardé pour entamer les mesures d'urgence et arrêter le phénomène de dégradation et passer après au parc culturel. Automatiquement, depuis la publication du décret du secteur sauvegardé de la Moussa, on a entamé la révision du plan. Et le lancement du plan de sauvegarde qui est en cours d'élaboration actuellement, et avec la mise en place d'une institution qui sera chargée de suivi de ce plan permanent de sauvegarde de nos avaleurs. Ce plan de sauvegarde, il a l'aspect permanence dynamique pour la sauvegarde de notre vivant. Comment on a essayé aussi d'impliquer la société civile? Comme l'a dit notre ami le développement, c'est un processus très difficile, très lent. On est arrivé actuellement à mettre en place en synergie les habitants avec l'administration par un processus de formation permanent et continu. Chaque mois, il y a un atelier de formation avec des experts internationaux, avec la prise en charge de tous les aspects pédagogiques et psychologiques pour mettre en place les habitants en tant qu'acteurs de développement local soutiennent les actions qui se fassent sur le terrain. Non seulement le travail se fait in situ, des sorties sur le terrain se font avec les habitants perso. Là, le mois passé, on avait organisé une sortie de 50 associations des centres historiques qui ont d'ailleurs en 2008 vers le Grand Sud algérien. On avait fait quand même 3000 km pour faire la boucle de tous les réseaux pour voir comment ils se sont devenus une section du Sud s'ils ne sauvegardent pas leur patrimoine. Alors, les chantiers d'école sont très importants ici. Un chantier d'école a été organisé pour les tailleurs de pierre, comme on le voit ici. Donc, il est resté dans le musée un seul tailleur de pierre qui a actuellement formé au moins 15 tailleurs de pierre. Un chantier aussi d'école financée, celui-là a été financé par la Commission européenne pour organiser un barrage avec les
les jeunes de la Palmarès pour les initier sur la technique de construction traditionnelle. On peut aussi ignorer la TUSA, le travail collectif et solidarité qu'on fait toujours appel pour le projet d'envergure ou d'intervention. Alors, valoriser aussi les maîtres maçons. C'est devenu aussi une tradition de rendre hommage aux maîtres maçons de notre pays. Chaque occasion, on fait appel aux maîtres maçons dans différentes disciplines, les cuiseurs, les explorateurs, les bâtisseurs, pour les impliquer dans la démarche actuelle. Alors, comme le disait tout à l'heure M. Nadim, la coopération internationale est très importante. Il faut absolument échanger les expériences et monter nos propres projets, parce qu'il y a des bailleurs de fonds qui financent cette action. Et là, c'est la panoplie des institutions internationales dont on a l'habitude de travailler pour créer des projets régionaux. Nous avons actuellement la Robinson, la Robinson, la culturelle. Alors, voilà, une minute pour conclure. Merci. Je voulais juste revenir sur l'opération de Franck Gouvernement. J'ai oublié, excusez-moi, de parler de la participation du citoyen qui est très active dans la mesure où on a travaillé en collaboration avec une comité éducative où, avant la mise en œuvre du projet, il y avait une exposition permanente de projection pour expliquer aux gens la portée du projet et il y avait un traitement au cas par cas avec le propriétaire. Donc, en fonction de ses contraintes, de ses désirs, on s'est adapté par rapport à cette opération. C'est ce qui a fait la réussite de l'opération qui a duré depuis 2001, 2002 jusqu'à maintenant sans aucun changement pratiquement. Et c'est un acquis. Et c'est là où l'importance de la participation du citoyen est significative dans la mesure où quand le citoyen est convaincu de son opération, tout ce que fait l'État avec tant d'investissement financier est assuré et préservé par le citoyen. Parce que si l'État intervient, ou les techniciens interviennent sans consensus ou sans accord du citoyen, la préservation sera vouée à l'échec avec le temps. Voilà. Donc, dans le cadre de la coopération dont a parlé mon ami Zoher, il y avait des échanges entre les cadres techniques de la Wilaya et certains pays de l'Union européenne. Ici, on a eu l'occasion de voir une ville en Espagne qui est Ronda, située dans l'Andalousie, à 100 km à peu près de Malaga. C'est une petite ville de 35 000 habitants. Et l'intérêt de cette ville-là, on a voulu, justement, l'occasion est venue pour la présenter parce qu'elle présente des similitudes très frappantes avec Constantine sur le plan paysage naturel. Et en même temps, parce qu'ils étaient confrontés aussi elle était en quelque sorte reléguée sur le plan touristique par rapport à l'Andalousie. Et c'est qu'à un certain moment, donc, il y avait des initiatives locales avec certains architectes en collaboration avec la commune ont vu des maisons en ruine qui étaient abandonnées. Donc, il y avait cette initiative de la collectivité pour négocier avec le propriétaire afin de restaurer ces maisons-là, moyennant une concession de 5 ans, et afin de les transformer en gîtes touristiques. C'est ce qui a donné donc un effet de boule de neige, ça a marché, et elle est devenue une ville touristique parmi les grandes destinations en Andalousie, qui a capitalisé 30 millions d'unités par an. Donc, ce qui veut dire que Constantine, par exemple, ici, on peut restaurer des maisons, que ce soit l'État ou le propriétaire, pour transformer ces maisons, que ce soit en gîte, en petite auberge hôtelière, résidence ou en petit restaurant, qui peuvent donc, sans tout cela, inciter les gens à habiter la maison. Donc, ils peuvent toujours rentabiliser selon un certain nombre d'infrastructures. Donc, ici, on voit le camion qui représente donc la similitude avec Constantine, le camion avec des constructions perchées sur les hauteurs. Là, c'est une image qui conforte un peu cette vision. Voilà. Ils ont aussi un pont, il est entre le pont de Ségarage et le pont de Condra. Voilà, c'est voilà, ce qu'on peut voir, le camion. Et le paysage contrepasse, si on peut donner l'équivalence avec les plaines de Hamad de Ziyad, par exemple. Donc, c'est une ville qui présente beaucoup d'atouts et une expérience certaine. Et là, on peut peut-être lancer l'idée d'un jumelage entre Constantine et cette ville-là,
pour profiter des expériences mutuelles. Ronda, c'est la ville de Ronda. Et là, la mise en lumière de ces ouvrages comme le vent et les gorges aussi de Ronda. Donc, ce qui veut dire aussi qu'il y a possibilité de développer des coopérations et des échanges entre les villes. Ce qui nous amène aussi à dire que c'est possible pour Constantine, c'est fort possible avec ses atouts qui sont beaucoup plus significatifs et importants que ceux de Ronda, afin d'être classé patrimoine mondial. Non seulement pour son paysage naturel avec le ravin, mais aussi la spécificité de sa médina qui a des toitures rampantes uniques au Maghreb. Les toitures rampantes dans les médinas, c'est spécifique à Constantine. Les ponts suspendus, donc l'héritage colonial fait partie aussi. Donc tout ce bouillonnement culturel peut participer à un classement du rocher comme patrimoine international. Et le travail reste aux compétences locales. Merci.